Bonjour à toutes et à tous, je viens d'arriver là sur l'île de La Réunion. Désolé pour cette vidéo tardive que je suis en train de réaliser. Je vais vous donner le week-end pour la lire, pour la consulter. Vous verrez, je vais essayer d'être relativement succinct. Cette seconde vidéo porte sur le chapitre 2 des plaques tectoniques que je vous ai intitulé Les plaques tectoniques des morceaux de surface terrestre en renouvellement constant. Je suis parti d'un constat relativement simple, c'est un séisme qui a eu lieu en 2022 au Pérou et dont l'origine prend à 200 km de profondeur. Et ça fait appel, en fait, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu lors du chapitre précédent, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à 200 km de profondeur, on est là. On est dans de la péridotite molle. Or, la péridotite molle, elle se déforme comme vous prenez un chewing-gum, ça se déforme, ça ne va pas se rompre brutalement. Donc, il ne peut pas y avoir de séisme à ces profondeurs-là. Pourtant, force est de constater que les enregistrements sont formels, les données scientifiques sont formelles, des séismes profonds au-delà de 70 km de profondeur existent. Alors que normalement, comme on l'a vu, je vous rappelle, un séisme, c'est dû à la rupture brutale d'un corps rigide, c'est-à-dire d'une roche sous l'effet de la pression. Cette rupture crée des vibrations, c'est le tremblement de terre. À partir de là, on peut émettre des hypothèses. Première hypothèse, c'est ce que je vous mets à ce niveau-là. Il existerait des morceaux de roches dures dans la sténosphère, dans certaines régions du globe. Ou tout simplement, dans certaines régions du globe, cette zone des plaques tectoniques serait beaucoup plus importante, beaucoup plus épaisse, et donc du coup partirait bien plus en profondeur, et la sténosphère du coup serait décalée vers le bas. Bref, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses qui attestent de la présence de roches dures à l'origine dont la rupture provoquerait des séismes dans certaines régions du monde et donc dans ce cas-là des séismes profonds. Alors pour vérifier ceci, on a recours bien sûr aux nouvelles technologies, notamment à nouveau à ce fameux logiciel qui s'appelle Sismologue. Qu'est-ce que je vous ai représenté ici? Je vous ai représenté l'Amérique du Sud. Pardon, j'ai oublié de vous préciser que pour ceux qui ne connaissent pas, le Pérou, c'est là. Hein, si vous êtes en Amérique du Sud, le Pérou, c'est la zone rouge, c'est le secteur rouge c'est la région rouge qui est représentée ici. Hein. Ça, c'est juste un petit rappel de géographie. Donc, je vous ai représenté ici les deux plaques tectoniques qui sont dans ce secteur du globe, à savoir pas besoin de les apprendre par cœur là. Hein. Regardez, on est au niveau de la plaque, au niveau de l'Amérique du Sud. Donc ici, vous avez forcément la plaque sud-américaine. De l'autre côté, vous avez la fameuse plaque dont je vous ai dit d'apprendre par cœur le nom, c'est la fameuse plaque Nazca. Souvenez-vous, le plateau Nazca, c'est un plateau du Pérou. Regardez, j'en profite pour vous montrer une photo où il y a les fameux géoglyphes visibles du ciel. D'accord? C'est les fameuses photographies les fameux dessins réalisés sur le sol dont je vous parlais lors de la vidéo précédente. Mais je ne vous avais pas montré de représentation. Voilà, là vous en avez une belle. Alors, je constate également que d'après les données satellites, la plaque sud-américaine dans cette région du globe se déplace vers la gauche et la plaque Nazca se déplace vers la droite, c'est-à-dire vers l'est. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser ce qu'on appelle un profil sismique, c'est-à-dire de voir comment se répartissent les séismes profonds dans cette région du globe. Ben, c'est le document qui est ici. Alors, il faut imaginer ce document sans tous les tracés que j'ai effectués, uniquement avec les points d'enregistrement qui vous indiquent ici les zones en profondeur où se produisent les séismes. Vous avez des séismes superficiels jusqu'à 70 km de profondeur, donc là c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont lieu dans les plaques lithosphériques, dans les zones où existe sur Terre de la roche dure. Les séismes plus profonds sont représentés en rouge, ici. Ils évoluent allez, on est entre 70 et 250 km de profondeur, voire celui-ci, il avoisine les 300 km de profondeur. Et en noir, ici, on a des séismes encore plus profonds qui sont situés entre 500 et 600 km de profondeur. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon stylo numérique? J'ai tout simplement repassé le pourtour de ces nuages de points. Et je constate quoi? Que ce pourtour est en continuité avec la plaque située en surface. Autrement dit, dans cette région du globe, si je tiens compte du mouvement, d'après les données satellites,
de cette plaque Nazca qui se déplace vers la plaque sud-américaine. Je vous rappelle que les plaques tectoniques sont en contact, hein, il n'y a pas de collision. Donc, je constate quoi? Je mets en évidence un phénomène de plongement d'une plaque sous une autre plaque. Dans cette région du globe, la plaque Nazca plonge sous la plaque sud-américaine. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la subduction. Voilà. Avant de vous proposer un schéma bilan, je vais m'attarder juste 2 minutes sur la zone de contact entre ces deux plaques, parce qu'il y a des données qui avaient été obtenues durant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, puisque vous avez des campagnes océanographiques qui avaient été menées et qui ont permis de réaliser des écosondages, par écosondage, qui ont permis de dresser la morphologie des fonds des océans. Et en fait, ces données, c'était ça, voilà. On avait, grâce à ces nouvelles technologies, on avait pu dresser la morphologie du fond des océans. Ici, vous êtes au niveau de la plaque, je ne sais plus, c'était au niveau je ne sais plus, puisque j'ai plus les relevés de ce graphique que j'avais réalisé. Bon, bref, ici, je suis reparti sur le logiciel Sismologue où en fait, ces données-là sont à l'heure actuelle retranscrites sous une forme numérique beaucoup plus pertinente. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous retrouvez la plaque sud-américaine. Ici, vous avez la plaque Nazca. Et regardez, vous avez une sorte d'immense fossé que vous connaissez tous, puisque vous avez tous entendu parler de la fosse des Mariannes. C'est c'est la zone du globe où l'océan est le plus profond, 11 km de profondeur. Mais là, c'est une fosse. Une fosse, c'est quoi? Ça atteste du plongement d'une plaque sous une autre plaque. Voilà. Donc, à l'endroit où vous voyez au fond des océans des fosses océaniques, c'est un marqueur en surface du plongement d'une plaque sous une autre plaque. Conclusion. Et la conclusion est très simplement réalisée. Je vous ai remis la carte. Sur cette carte, je vous ai redélimité la plaque sud-américaine et la plaque Nazca, et je vous ai fait une représentation schématique de ce qui se passe. On voit bien que la lithosphère, la plaque Nazca, c'est-à-dire la plaque lithosphérique Nazca, plonge sous la plaque sud-américaine. Alors, dans la mesure où cette plaque sud-américaine se déplace vers l'ouest et la plaque Nazca se déplace vers l'est, certains d'entre vous vont me dire, mais pourquoi la plaque sud-américaine, c'est pas elle qui plonge sous la plaque Nazca? Alors ça, c'est tout simplement, c'est pas compliqué pour répondre à cette question, c'est les lois de la physique. Tout ce qui est lourd coule, c'est pas compliqué. Alors pourquoi la plaque sud-américaine, Nazca, est-elle plus lourde que la plaque sud-américaine? Un, c'est pas les mêmes roches. Ici, on a, souvenez-vous, des roches qu'on appelle du basalte. Ici, on a ce qu'on appelle du granit. Or, le granit est riche en radioactivité, a tendance à concentrer la radioactivité et donc à être plus chaud que les roches basaltiques qui sont là, qui sont également au contact de l'eau de mer. L'eau de mer a tendance à s'infiltrer, ça refroidit donc du coup cette plaque. La plaque devient du coup beaucoup plus lourde puisque plus froide que la plaque continentale qui, elle, est plus légère. Donc, lorsque ces deux plaques sont en contact, suite au mouvement de l'une par rapport à l'autre, c'est la plaque la plus lourde qui va forcément plonger vers les profondeurs de la Terre. Donc, on voit bien que cette plaque qui est représentée en bleu plonge au cœur même de la sténosphère de roche molle qui est ici. Donc, je vais vous demander de retenir deux choses là dans la conclusion. Mais déjà, savoir légender ce schéma, première chose. Deuxièmement, la notion de subduction, plongement d'une plaque sous une autre plaque. D'accord? C'est pas compliqué. Alors, fort de ce constat, maintenant, je vous présente, regardez ici, une carte des fonds océaniques, c'est-à-dire qu'on a retiré numériquement par ordinateur l'eau et on a là, du coup, un aspect du fond des océans. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est la notion qu'on vient de construire. Ici, des fosses océaniques qui bordent l'océan, le fond de l'océan Pacifique qui est ici. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Que ces fosses attestent du plongement des plaques c'est-à-dire tout le fond de cet océan. C'est pas la mer qui plonge, hein, c'est pas l'eau qui plonge, c'est la roche, c'est le fond des océans, est en train de disparaître sous l'Amérique du Sud, sous l'Amérique du Nord, sous l'Eurasie, sous l'Australie. Conséquence, au cours du temps, si ces zones de surface, si de la roche qui constitue le fond de cet océan Pacifique disparaît,
Ben, la surface de la planète, elle se réduit au cours du temps. Or, les données satellitaires actuelles montrent que la surface de la planète reste constante au cours du temps. Hypothèse, il doit exister à la surface de la planète des zones où des roches sont fabriquées qui viennent compenser les roches des plaques qui disparaissent. Donc ça suppose qu'il existe à la surface de la planète des zones où des plaques tectoniques, des plaques lithosphériques sont fabriquées. Alors où est-ce que je peux aller rechercher l'endroit où ces plaques sont fabriquées? Ben, il suffit que je porte mon regard. Tout simplement, regardez, c'est pas compliqué. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je sais que les fosses attestent du plongement d'une plaque sous une autre plaque. Donc, elle m'indique forcément que la plaque Nazca qui est ici, ou du moins que le fond océanique situé au niveau de cette région du globe, est en train de passer sous l'Amérique du Sud. De la même manière, le fond océanique situé ici, qui est le fond, là encore, de l'océan Pacifique, est en train de disparaître sous l'Australie. Quand vous tirez de part et d'autre, ben, vous prenez une feuille, vous tirez de part et d'autre, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se déchire. Et si vous faites ça avec une feuille, vous verrez, là, la zone de déchirure est très irrégulière. Et cette fissure, si je fais un zoom, regardez, hop, on la voit, elle est toute petite, elle est ici, on la voit à peine. Elle est ici, elle est au sommet de cette bosse, de cette espèce de bombement qu'on observe au fond des océans. Ben, ce bombement, c'est ce qu'on appelle une dorsale. Et au sommet de cette dorsale, j'ai cette petite fissure qui est là. Mais là, j'ai à nouveau un problème. C'est lequel? Ben, j'ai vu précédemment, ici, d'après ces données-là, regardez, la plaque Nazca, elle est située aux alentours de 700 km de profondeur. Autrement dit, si 700 km de profondeur, si 700 km de plaques ont déjà disparu sous le continent sud-américain, et si je suppose que là, de ce côté-là, 700 km de plaques ont également disparu sous le continent américain, australien, j'ai donc une fissure ici qui devrait faire 1400 km de large. 700 d'un côté, 700 de l'autre, ça fait un manque de une déchirure large de 1400 km. Or, je la vois à peine. Donc, cela suppose que cette zone du globe qui a été déchirée est progressivement colmatée, remplacée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va envoyer des navires océanographiques. Navires océanographiques, ça, on vous l'a montré probablement en classe de quatrième. J'ai pas de photo, désolé. Je vais aller vite à ce niveau-là. On a envoyé des navires océanographiques. À leur bord, il y avait des sous-marins, des petits submersibles autonomes qui sont capables de plonger au-delà de 4 km de profondeur. Ils ont dragué le fond des océans, ils ont réalisé des photos et qu'est-ce qu'on a observé? Des roches en boule. Voilà, vous flashez le QR code ici et vous verrez justement ces navires océanographiques, voilà, et comment ils procèdent et qu'est-ce qu'on y a observé également au fond. On voit des roches en boule. Et lorsqu'on met ces roches en boule sous le microscope, alors ça, je vous le préfère, normalement, vous l'avez fait en classe de quatrième, ça, ou de cinquième. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le préfère rapidement en classe. Alors, c'est pas compliqué. J'observe quoi? Des cristaux de grande taille, qu'on appelle des phénocristaux, des cristaux de petite taille qui ont une forme caractéristique de baguette, qu'on appelle des microlithes, et puis vous avez un fond noir, qu'on appelle le verre volcanique. Mais ça, c'est typique d'une roche volcanique. Autrement dit, ces roches en boule, c'est ce qu'on appelle, ce sont des roches volcaniques. Ces roches en boule, c'est ce qu'on appelle en anglais des pilolava, des laves en coussin. Autrement dit, à ce niveau-là, au niveau de la fissure, la présence de ces roches en boule atteste d'une activité volcanique sous-marine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne voit pas d'éruption volcanique? Ben, tout simplement parce que des éruptions volcaniques, la probabilité que le submersible, qui va rester quelques heures, pas plus, arrive au moment où une éruption volcanique se produise dans cette région du monde, c'est pratiquement nul cette probabilité-là. Donc c'est par défaut, par l'analyse de ces roches, qu'on arrive à savoir qu'effectivement, il y a une activité volcanique au niveau de ces dorsales. Si j'analyse maintenant l'âge de ces fonds océaniques, parce que bon, vous verrez les méthodes de datation au lycée, notamment en classe de terminale, il y a possibilité par radiochronologie de dater les roches volcaniques. Qu'est-ce que je constate? Je constate que au niveau de la dorsale, au niveau de la zone de fissure, les roches sont jeunes.
moins 25 000 ans. Alors là, je suis au niveau de l'océan Atlantique. C'est plus simple que l'océan Pacifique où ce graphique-là est beaucoup plus perturbé par la morphologie du fond des océans. Donc j'ai voulu faire plus simple pour que vous compreniez bien le mécanisme. En jaune, des roches datées de 25 à 65 millions d'années. En rouge, de 65 à 100 millions d'années. Et puis, au-delà de 100 millions d'années jusqu'à 165, 180 millions d'années, c'est bleu. Autrement dit, plus je m'éloigne, plus c'est vieux. L'activité volcanique récente a lieu ici à ce niveau-là. Et puis, par la suite, l'activité, donc, elle va s'écarter comme un tapis roulant. C'est le même principe. Alors, cette zone de création des roches, des plaques tectoniques, c'est ce qu'on appelle une zone d'accrétion océanique. Voilà. Conclusion. Alors, j'ai été relativement rapide hein, parce que je ne veux pas que cette vidéo s'éternise, surtout vous devez quand même profiter de votre week-end. Pour la conclusion générale, j'ai simplement repris le planisphère de cette région du globe. Je vous ai repassé avec certaines couleurs les plaques qui étaient en présence dans ces régions du globe et je vous ai fait une représentation schématique en bas. Alors, regardez. Ici, vous avez la plaque Nazca qui plonge sous la fosse océanique qui est ici et donc qui va plonger au travers de cette fosse sous la plaque sud-américaine. Je vous ai repris la plaque sud-américaine ici, la plaque Nazca en vert qui plonge. Ici, vous avez la plaque la plaque Pacifique en rouge. Pareil, la plaque Pacifique en rouge qui plonge sous la plaque australienne qui est ici en bleu. Autrement dit, une dorsale, c'est une zone au niveau de laquelle des plaques tectoniques sont créées alors créées comment? Alors les mécanismes de création d'une plaque tectonique, c'est pas trop au programme, c'est lié tout simplement au fait que la sténosphère qui est ici, qui remonte, qui est très chaude, va se mettre à refroidir, ça va donner une activité volcanique, ça va refroidir et ça va former tout simplement, c'est de la lave qui se refroidit, qui va former tout simplement des roches volcaniques, comme vous l'avez vu en classe de 5e, lorsque le magma remonte, la lave elle se refroidit en surface et puis de la roche volcanique se forme. Et là, c'est le même principe. Voilà. Et je vous ai indiqué par des flèches le sens de déplacement de ces plaques. Alors regardez ce qui est intéressant ici. La dorsale qui est là, c'est une zone où deux plaques s'écartent. Ici, j'ai la plaque Nazca qui part à l'est, la plaque Pacifique à l'ouest. C'est ce qu'on appelle une zone de divergence. Quand vous avez des opinions divergentes, vous avez des opinions qui s'éloignent l'une de l'autre. Ben là, c'est pareil, lorsque vous avez des plaques divergentes, les plaques s'écartent. Et regardez ici, vous avez ce qu'on appelle une zone de convergence. La plaque ici Nazca converge, c'est-à-dire vient au contact de la plaque sud-américaine. Les fosses océaniques attestent d'un phénomène de convergence des plaques. Donc les zones de subduction sont des zones de convergence. Les zones de dorsale sont des zones de divergence. Les zones dorsale sont des zones d'accrétion. Accrétion, c'est là où des plaques tectoniques se forment. C'est ce que je vous mets ici. Et enfin, dernière remarque, attention dans certains bouquins qui datent et qui sont faux. Il n'y a pas de tapis roulant là, il n'y a pas des plaques, des flèches dans la sténosphère. La sténosphère, elle ne va pas plonger en profondeur. Ça, c'est faux. Ce sont les plaques tectoniques qui amorcent le mouvement de plongement. Ce sont les lois de la physique des corps froids plongent en profondeur. Le corps froid qui est là, la plaque tectonique qui est ici, va tracter la partie de la plaque restée en surface. Ceux qui ont vu le film Titanic, c'est le même principe. Lorsque l'avant du bateau, lorsque le bateau, vers la fin du film, se coupe en deux et que l'avant du bateau plonge en profondeur, ben, elle tracte à elle la partie du bateau restée en surface. Ben là, c'est le même principe, c'est des lois de la physique. Donc, ces plaques, elles vont tracter, les parties des plaques qui ont déjà plongé, tractent à elles les parties qui sont en surface. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, donc ce que vous avez à retenir, vous, ce qu'on peut vous donner en contrôle rapidement, parce que le temps presse, c'est ce type de document. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le refaire, vous devez simplement indiquer le nom des plaques, ça c'est la géographie, et vous devez indiquer les légendes. Notion de fosse océanique, marqueur. Une fosse est un marqueur en surface du plongement d'une plaque sous une autre plaque. Voilà. Disparition d'une plaque océanique, c'est ce qu'on appelle une zone de subduction.
Création de plaques tectoniques, c'est ce qu'on appelle une zone d'accrétion qui s'effectue au niveau de ce fameux beau moment du fond des océans qu'on appelle une dorsale. Voilà, c'est comme ça. Regardez, j'ai pas à réciter par cœur mes cours là, hein. Je reformule différemment les choses. Donc ça, à savoir par cœur. Connaître la notion de dorsale, donc je viens de le dire, l'endroit où deux plaques tectoniques s'écartent et là où de la plaque lithosphérique, de la lithosphère, donc de la plaque tectonique, se forme. Donc à connaître. Connaître également ce que c'est que donc l'accrétion océanique, c'est-à-dire la zone de fabrication d'une plaque tectonique. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accrétion, c'est la fabrication des plaques tectoniques au niveau d'une dorsale. À connaître également ce type de document, à savoir la légender, parce que vous devez être capable d'identifier sous votre microscope une roche volcanique. Quand je vois des phénocristaux, mais surtout des microlithes et du verre volcanique ici, de cette zone sombre amorphe sans cristaux, dont on reparlera en cours, ça, c'est à savoir légender. Voilà, savoir identifier une roche en boule. Voilà, quand je vois une roche en boule, c'est ce qu'on appelle un pilolava, c'est ce qu'on appelle une roche volcanique. Je vous l'ai marqué ici, hein. Basalte en boule égale pilolava égale l'avant-coussin. Ensuite, être capable d'expliquer ce phénomène, là, c'est-à-dire ce qui est là. Alors, l'apprenez pas par cœur. Vous ne l'apprenez pas par cœur. Vous prenez une feuille, vous déchirez votre feuille et vous dites, voilà, la partie droite de la feuille. La partie droite de la feuille, c'est le fond qui est situé à droite de la dorsale. Il se déplace vers la droite, tracté par le bas, au niveau de la zone de subduction. La partie du fond océanique située à gauche de la dorsale, c'est-à-dire la partie gauche de la feuille, est tirée vers la gauche quant à elle, en raison de la présence de la zone de la fosse océanique qui est là. Comme je tire de part et d'autre, je déchire la feuille, et comme je tire de part et d'autre du fond océanique, enfin je, pas moi, les plaques tectoniques qui sont déjà en subduction, elles tirent, elles déchirent la plaque. Voilà, elles déchirent le fond de l'océan. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce schéma également, à savoir légender, c'est la notion de subduction, plongement d'une plaque sous une autre plaque. Voilà, ça, c'est pas à retenir, ça non plus, ça c'est Voilà, vous avez que ça à retenir, c'est pas énorme. Sur ce, je vous souhaite quand même un bon week-end, je vais très vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison puisque je viens d'arriver. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à lundi.